Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir à la situation politique en Espagne. À l'ordre du jour ce soir, Espagne, la gauche paye-t-elle ses avancées sociétales? Pour ouvrir la période de 6 mois pendant laquelle son pays présidera à l'Europe, le chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez s'est rendu samedi à Kiev en Ukraine. Un voyage important destiné à redire à l'Ukraine le soutien européen, mais aussi peut-être à l'Espagne le rôle que ce pays joue dans l'équilibre du continent. Car Pedro Sánchez joue gros ces temps-ci, il pourrait ne pas être là pour transmettre dans 6 mois la présidence européenne à la Belgique. C'est en janvier prochain. Les élections générales ont en effet été avancées par lui au 23 juillet prochain, à la fin de ce mois, après la défaite de sa coalition de gauche aux récentes élections régionales et municipales. Le Parti populaire de droite a passé des accords locaux avec le parti Vox, plus à droite encore que lui, et frappe très fort sur la gauche de Sánchez pour avoir passé, entre autres, des alliances locales avec des extrémistes basques issus de l'ETA, mais aussi pour avoir fait voter des lois sur les violences sexuelles et sur la transidentité. Nous allons en parler avec nos 3 invités. Avec Arantxa González, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancienne ministre espagnole des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la coopération entre janvier 2020 et juillet 2021. C'est bien cela? C'est correct. Avec nous également en studio, Juan José Dorado, bonsoir. Buenas tardes. Vous êtes journaliste indépendant, vous travaillez pour le groupe de médias espagnol La Région en Galice et puis pour plusieurs médias français également. Enfin, 3e invitée, l'historienne Sophie Babi. Bonsoir Sophie Babi. Bonjour. Merci, vous êtes maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université de Bourgogne. Aucun homme, pour violer une femme, pour agresser sexuellement une femme, n'a besoin de se faire passer pour une femme. Les femmes trans ne mettent pas en danger les femmes. Ce qui nous met en danger, ce sont les inégalités salariales, la surcharge émotionnelle et les agresseurs machistes. Et vous, avec votre discours négationniste des violences faites aux femmes, vous devenez complice de ces agresseurs machistes parce que vous normalisez leur violence. Votre discours de haine fait aussi souffrir beaucoup de personnes. Des personnes qui ont peur de faire leur coming out, par peur de tomber sur une personne comme vous, et qu'on les frappe en les appelant PD. Les droits des femmes sont des droits humains. Les droits des personnes trans sont des droits humains. Et ce gouvernement sera toujours là pour que notre État le leur garantisse. Vous venez d'entendre Irene Montero, la ministre de l'Égalité espagnole, qui répondait en 2022, l'année dernière, en novembre, à une députée du parti d'extrême droite Vox devant le Congrès. Au moins, on voit la violence des propos, la violence des rapports. Est-ce que ces questions, justement, ces questions sociétales ou sociales qui ont été au cœur de la présidence du Conseil qu'a exercé Pedro Sánchez jusque-là, Arantxa González, sont des questions qui ont été si importantes dans, mettons, la situation actuelle du gouvernement espagnol, ou est-ce que ça n'est pas le principal? Bon, ça c'est difficile à voir qu'est-ce qu'il y a, les pourquoi de ces résultats des élections qui étaient d'ailleurs municipales et régionales. Donc l'enjeu était local, mais qui ont été transformés en réalité par l'opposition dans une espèce de plébiscite sur la figure, la personne du Premier ministre. Ça, c'était de Pedro Sánchez. Ça, c'était la bataille, si vous voulez, que l'opposition, la droite, a voulu mener sur l'élection locale, encore une fois, municipale, régionale. Donc les enjeux, c'est comment est-ce qu'on gère les ordures, comment est-ce qu'on construit, où est-ce qu'on construit des parcs ou des jardins. Et ça a été transformé sur un plébiscite avec les résultats qu'on connaît. Résultats d'ailleurs volatiles, qui sont en train d'échanger. Donc, c'est difficile de voir quelle était la part ou pas la part. Mais une chose est sûre, en Europe, et pas simplement en Europe, aussi aux États-Unis,
on est en train de construire des clivages, de la fragmentation de nos sociétés sur des questions sociétales. Et sur ça, l'Espagne n'est pas différente d'autres pays européens et des États-Unis. Juan José Dorado, est-ce que justement vous avez vu monter justement ces lois, en particulier ces lois sur les violences sexuelles qui, dit-on, ont été mal construites en particulier, et puis également cette loi sur la transidentité avec d'autres types de lois qui, d'une certaine manière, auraient braqué une partie de l'électorat, y compris d'ailleurs une électorat du PSOE, le Parti socialiste espagnol, qui en particulier des féministes du Parti socialiste espagnol, des féministes dont on dit qu'elles sont universalistes, n'auraient pas apprécié en particulier cette question sur la transidentité. Effectivement, donc tel que vous posez la question, il y a plusieurs réponses à donner. La première chose, c'est vrai que sur la loi du consentement sexuel, elle était mal ficelée. La preuve, c'est qu'il a fallu modifier la loi. Donc il a fallu la modifier. Parce qu'elle avait permis, dans un premier temps, la libération de certains criminels sexuels. Effectivement. Et puis la réduction de peine des plus d'un millier. Donc ça, c'est une réalité, c'est une constatation. Après, c'est vrai que la droite espagnole a essayé de monter en épingle les lois dans son ensemble, sachant que sur des aspects concrets, on a voulu généraliser, parce que la loi sur le transgenre, elle est bonne de façon générale. Mais c'est vrai qu'il y a des dispositions qui ont été utilisées par la droite et qui ont braqué, et pas que la droite, mais aussi des électeurs socialistes. Peut-être qu'on va revenir après, mais quand le consentement de changer de sexe sans consentement des parents, vous pouvez le faire à 16 ans, il y a beaucoup de parents qui votent à Roche et qui se disent... non, je suis pas d'accord. Faut-il rappeler aussi qu'une partie des féministes espagnoles étaient contre un certain nombre de lois, ou au moins contre un certain nombre des dispositions qui étaient dans les lois. Donc c'est vrai que le gouvernement de Pedro Sánchez paye quelque part un certain nombre de réformes sociétales, mais des points très concrets. Après, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ce n'est pas uniquement que des réformes sociétales. Oui, parce que Sophie Babi, on pouvait croire d'une certaine manière, et c'est peut-être ce que croyait d'ailleurs Pedro Sánchez soi-même, c'est-à-dire que il allait arriver tranquillement avec une situation économique plus ou moins bien réglée, avec une baisse du taux de chômage, avec une baisse de l'inflation considérable par rapport à l'année dernière, et d'une certaine manière, il pouvait se vanter d'avoir réussi le passage après la crise de la Covid, un passage difficile en point de vue économique. Et là, en l'occurrence, ça n'a pas fonctionné auprès de ses propres électeurs parfois. Oui, alors effectivement, Pedro Sánchez peut se targuer d'avoir des très bons résultats économiques et aussi en termes d'avancées sociales, mais de là à dire qu'il s'attendait à être réélu comme dans un fauteuil, ça c'est sûr que non. Les tensions sont très fortes au sein même du Parti socialiste, comme vous l'avez déjà mentionné à propos du mouvement féministe qui s'est un peu divisé sur certaines dispositions, notamment de la loi sur la transidentité. Donc il y a des tensions internes au parti et puis des tensions au sein de la coalition qui sont très très fortes entre le Parti socialiste et Podemos. Et d'ailleurs, lors de ces élections, le parti qui a été le plus sanctionné, c'est Podemos, finalement plus que le PSOE qui s'en sort pas si mal par rapport à ce à quoi il pouvait s'attendre. Et cela, effectivement, c'est aussi pour cela que, pour l'instant, le Premier ministre regarde d'un bon œil la création d'un parti Sumar, donc d'une coalition avec une extrême gauche qui pourrait être qui est menée par Yolanda Díaz et qui pourrait peut-être lui permettre d'avoir non pas une dispersion des voix, ce qui serait catastrophique pour pouvoir être élu, mais au bout du compte, la possibilité d'avoir encore une majorité ou une très forte minorité qui lui permettrait de gouverner à Arantxa González? En réalité, dans ces élections municipales, on a vu une certaine recomposition de l'espace politique espagnol. N'oublions pas que suite à la crise financière de 2009 et surtout suite à la crise en Catalogne, il y a eu une fragmentation... La crise indépendantiste. Il y a eu une fragmentation inédite de l'espace politique espagnol avec l'apparition d'une nombreuse nouveaux partis politiques. Et lors de ces élections municipales, ce qu'on a vu, c'est une recomposition. Par exemple, le parti libéral, Ciudadanos, a été complètement absorbé par les conservateurs, par les partis populaires. À la gauche, donc c'est à la gauche du Parti socialiste, il y a eu une certaine recomposition aussi. 15 groupes différents
aujourd'hui sous ces mouvements qui s'appellent Sumar, une manière d'essayer de rassembler, mais aussi une manière de diluer l'impact négatif qu'est Podemos, qui a laissé des traces sur la manière dont ils sont gérés les dossiers de la transidentité et de la loi sur les consentements sexuels. C'est une manière de cacher tout ça dans une nouvelle entité appelée Sumar. Donc, il y a aussi dans cette élection une récomposition du paysage politique qui joue aussi pour comprendre les chiffres et pour comprendre qui est qui. Oui, et il y a quelque chose de très intéressant, c'est que observant les pays européens du balcon qui est le nôtre, en regardant évoluer les situations politiques, d'abord il y avait une particularité avec l'Espagne, c'est-à-dire c'est un gouvernement de gauche qui gouverne dans une Europe qui est passée progressivement de plus en plus à droite, Juan José Dorado, et puis il y avait ces lois sociétales sur l'homosexualité, sur effectivement le consentement sexuel, qui d'une certaine manière sont apparus aux yeux des observateurs français comme étant très en pointe par rapport à d'autres pays, et on se disait qu'est-ce qui se passe en Espagne qui est très différent des autres, mais au bout du compte c'est peut-être pour ça que nous avons titré autour de la façon de payer ces avancées sociétales, c'est que peut-être ça s'est retourné contre ceux qui l'avaient créé. Attention, c'est des lois qui sont en avance, c'est une réalité. Et les Espagnols, de façon générale, les approuvent. Encore une fois, c'est sur un certain nombre de points qui ont fait débat. Lesquels, par exemple? Lesquels? Le droit des jeunes filles, quand on a 16 ans, à pouvoir avorter sans le consentement des parents. Le droit des jeunes hommes et jeunes filles à 16 ans à pouvoir demander à changer de sexe sans le consentement des parents. Et tout simplement, en allant au tribunal, remplir un formulaire et, disons 3 mois après, qu'elles veulent changer de sexe. Donc il y a un certain nombre de mesures qui ont choqué les Espagnols. Mais c'est des points dans des lois qui sont vraiment en avance. Et ça, c'est une réalité. C'est vrai que une partie des Espagnols sont assez fiers de se trouver sur certains points justement en avance par rapport au reste de l'Europe, d'être montrés comme une sorte de modèle sur certains points. Les périodes d'arrêt de maladie pour les menstruations douloureuses des femmes, c'est aussi les lois espagnoles qui l'ont approuvé. Donc, ne faisons pas l'amalgame. Les lois espagnoles sont en avance. D'ailleurs, la France copie un certain nombre de ces lois, justement. Mais c'est vrai, c'est des points très concrets. Et c'est là le travail, en fait, de l'opposition, de monter en épingle, comme je vous disais, justement, ce mécontentement qui était à droite et à gauche. Et il y a cette récomposition de la droite espagnole, c'est vrai, mais encore une fois, la droite espagnole, avant, elle était hégémonique parce que l'extrême droite était à l'intérieur du Parti populaire. Depuis 2017, elle est sortie du Parti populaire, elle a créé son propre parti. C'est ce qui s'est arrivé aussi du côté de la gauche radicale, puisqu'ils étaient tous ensemble dans ce qui était la gauche unie ou le Parti communiste. Il y a Podemos qui est né après le mouvement des indignés. Donc c'est vrai qu'il y a une récomposition qui à nouveau est en train de faire changer le panorama politique espagnol. Sophie Babi, sur cette question en particulier, sur ce qui a été apparu comme un scandale à certains électeurs de gauche ou certaines électrices de gauche, une erreur en tous les cas sur cette loi sur le consentement et sur la question de la condamnation des viols. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi elle est apparue, cette loi, comme disons différente de ce qu'on attendait de cette gauche? Oui, alors en fait, je trouve que c'est très important ce qu'a dit notre collègue tout à l'heure, puisque effectivement, ces lois sociétales reçoivent quand même globalement l'approbation de l'immense majorité de la société espagnole qui en sont fiers. Et preuve en est, beaucoup de ces lois ont été passées au niveau autonomique, donc au niveau des régions, par le Parti populaire, par le parti de droite. Par exemple, à Madrid, la première la première loi sur la transidentité est passée à Madrid sous une direction de droite. Donc, il n'y a pas un clivage aussi fort, si vous voulez, entre la droite et la gauche sur ces questions-là. Je pense aussi qu'il y a eu une instrumentalisation très très forte de la part du Parti populaire qui, en fait, essaye de se raccrocher, de rapporter, de réintégrer l'électorat de Vox.
de l'extrême droite, qui, l'extrême droite, elle, met un accent très 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 fort sur ces questions sociales. Donc du coup, elles sont devenues, vraiment symboliques de cet affrontement entre une droite et une gauche, alors qu'au final, la majorité les approuve. Donc pour revenir sur cette question de la loi du consentement, oui, il me semble qu'il y a aussi la figure d'Irene Montero, qui est la ministre de l'égalité, que vous avez citée en début de l'émission, qui a aussi focalisé les tensions et radicalisé. Voilà, de Podemos, qui fait partie de la coalition au gouvernement, et qui, par sa radicalité, par sa vivacité, par sa ténacité aussi, a absolument cristallisé les oppositions à son égard. Et de fait, la loi du consentement... qui n'a pas accepté non plus les critiques qui pouvaient lui être faites. Exactement. Et de fait, la loi du consentement comportait une erreur technique, finalement, qui a conduit à la réduction de peine et même à la libération d'un certain nombre de criminels sexuels. Et ça a été bien sûr monté en épingle par la droite qui brandissait le fait que la gauche faisait sortir les violeurs de prison, que les familles n'étaient plus protégées, que les jeunes femmes n'étaient plus protégées, etc. Pour une simple erreur technique qui a fini par être corrigée donc en avril dernier. Avec le soutien de la droite, bien sûr. Arantxa González, est-ce que la question aussi de certaines alliances avec des partis indépendantistes, ou disons des partis qui comportent des indépendantistes dans leurs membres, et en particulier le parti basque Euskal Herria Bildu, qui avait présenté sur ses listes des anciens membres de l'ETA, dont certains avaient été d'ailleurs condamnés pour meurtre pendant les périodes les plus dures des combats de l'ETA. Est-ce que cela aussi, ça a participé à ternir l'image d'un gouvernement qui voulait se présenter en gloire aux élections de mai dernier? Non, ça fait un peu partie de cette légende aussi, comme celle qu'on vient d'entendre sur la loi sur le consentement sexuel, sur lequel, franchement, en Espagne, il y a un très large consensus au niveau de la société. Mais du côté coalition du gouvernement en Espagne, il y avait deux partis. Il y avait le PSOE et à la gauche du PSOE, Podemos. Ça, c'était la coalition du gouvernement. Mais ils n'avaient pas la majorité. Et donc, à chaque fois qu'il fallait passer un projet de loi au Parlement européen, et il y a un paquet de lois qui sont passées, la loi sur la réforme de l'éducation, sur la réforme du marché du travail, sur la réforme des pensions, sur la réforme du salaire minimal. À chaque fois, ce gouvernement de coalition a dû négocier avec d'autres partis politiques leur appui. Et alors, c'est clair qu'il y a eu certaines lois sur lesquelles ils ont eu l'appui des indépendantistes catalans, des indépendantistes basques. Parfois, il y a eu même des moments où Vox a voté avec les gouvernements, et d'autres même les partis populaires. Donc, tout ça, ça fait partie de la légende, mais les points de départ, c'est en majorité, et un gouvernement en coalition sans une majorité au Parlement. Donc ça, c'est, si vous voulez... Ça ressemble un peu à ce qu'on connaît en France, c'est aussi... Oui, mais ce qui est drôle, c'est que plutôt que de regarder les contenus des lois qui ont été adoptées, plutôt que de regarder le fond du sujet, on s'est contenté de discuter de la forme dont on est arrivé à faire passer ces lois. Encore une fois, ça fait partie d'une légende. Et bon, la légende, tant qu'on ne la contredit pas, elle fait son chemin. Oui, on sait ce qu'il en est dans un fameux western, L'homme qui tua Liberty Valance. D'ailleurs, si la légende est plus importante que la réalité, voilà. Imprimons la légende. Sur ce point, Joan Rosé Dorado. Alors, il y a une partie de légende, si vous voulez, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec Mme González là-dessus, c'est-à-dire que des accords, il y en a tout le temps, avec des partis indépendantistes. La droite espagnole, à l'époque de José María Aznar ou de Mariano Rajoy, a aussi passé des accords ponctuels pour faire approuver des lois. C'est une réalité. Mais le problème n'est pas là, en fait. Le problème vient plutôt de la perception qu'ont les Espagnols des renoncements du président Sanchez. Quand vous allez aux élections et vous dites « je n'arriverai jamais avec des accords avec Bildu », et vous arrivez avec des accords avec Bildu, on vous sort tout de suite aujourd'hui la vidéo. Quand vous dites les indépendantistes catalans, les indépendantistes catalans doivent, s'ils sont condamnés, faire sa peine, et vous les graciez après. Il y a des renoncements comme ça qui, aux yeux de la population espagnole,
ont fait beaucoup de mal. Ce sont des démissions d'une certaine manière, des démissions gouvernementales. Voilà, donc j'écoutais le président l'autre jour dans son interview où il disait non, ce n'est pas des renoncements, j'ai pas menti, j'ai changé d'avis. Bon, c'est un langage très politique, mais la réalité c'est que pour les Espagnols, ce type de renoncements ont fait beaucoup de mal parce qu'à un moment donné, on a trouvé un président qui nous montait. Et sur l'affaire des indépendantistes catalans notamment, et sur l'affaire effectivement que Bildu, qui avait été arrivé à un certain nombre d'accords avec le gouvernement, et présenté dans les listes 40 personnes condamnées par terrorisme, effectivement, dans l'opinion publique, cette particularité est insoutenable. D'ailleurs, le Parti socialiste, malheureusement, à ce moment-là, a dit « Ah non, mais nous n'avons rien à dire sur la formation des listes et des autres partis ». Ça désirait. Sophie Babi, d'autant que ces questions d'indépendantisme, et on l'a rappelé, sont très importantes depuis effectivement cette tentative de référendum donc autour de Carlos Puigdemont il y a quelques années, et que tout cela, c'est très chaud d'en parler et même d'imaginer des possibilités de passer des accords avec des indépendantistes qui feraient sauter justement le pays d'une certaine manière. Oui, alors je pense qu'effectivement, il y a toujours eu, comme l'a rappelé Madame González, des accords avec les partis nationalistes, avec que ce soit le parti nationaliste en Catalogne ou au Pays Basque. Mais il me semble qu'il y a quand même quelque chose de nouveau dans le dernier gouvernement de Pedro Sánchez, qui est lié à la radicalisation de la situation. C'est-à-dire que la gauche catalane d'aujourd'hui, c'est pas tout à fait la même gauche catalane que d'avant le process, quoi. C'est-à-dire cette tentative donc de sécession de la Catalogne. Et surtout, la perception de la société sur ce que c'est que cette gauche indépendantiste a aussi considérablement évolué. Et de même, c'est la première fois que le gouvernement doit faire voter un certain nombre de lois et fait un certain nombre de concessions à EH Bildu, donc le parti héritier du bras politique de l'ETA, en ce qui concerne par exemple la loi sur la mémoire historique, où un tout petit article de loi a été donc négocié avec Bildu et ERC pour pouvoir passer. Donc ce sont des toutes petites négociations, d'accord, mais qui sont bien sûr absolument montées en épingle par la droite et par l'extrême droite dans un contexte très très tendu qui fait suite donc au process, et dans le contexte très tendu bien sûr de la pacification du Pays Basque et de la présence dans l'espace public basque de ces anciens Etara qui viennent d'être libérés, qui sont sortis de prison, qui ont été condamnés, qui sont sortis de prison et qui se présentent sur les listes municipales. Oui. Donc, oui. Et cela aussi se rajoute avec des positions un peu bizarres pendant ces élections municipales, puisqu'à la mairie de Barcelone, eh bien, finalement, le PSE a passé un accord avec le Parti populaire pour éviter que ce soit un maire indépendantiste qui l'emporte à Barcelone. Et donc, au bout du compte, c'était une sorte d'alliance contre nature, pourrait-on dire. Simplement, c'était la question de ne pas voir un indépendantiste à la tête de la mairie de Barcelone, en l'occurrence Arantxa González. Alors, ils n'ont pas passé un accord. Ils lui ont prêté le voix pour pouvoir être investi maire de Barcelone. On va voir maintenant comment le maire de Barcelone va pouvoir gouverner. Mais si vous voulez, quelque chose qui... ce qui est important de remarquer, c'est qu'en Espagne, il y a quelque chose qui serait parfaitement normal en Allemagne, c'est-à-dire une grande coalition sur des questions importantes pour le bien du pays, entre les deux grands pays qui font la majorité. C'est presque pratiquement impossible, et que même si on donne gratos le voix, on va accuser l'autre parti. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est une question de maturité politique. C'est vrai que nous avons... Vous êtes un peuple mature politiquement tout de même, en l'occurrence. Non, je crois que nous avons notre propre histoire. Nous sommes arrivés à la démocratie tard, en termes européens. Nous avons eu des épisodes très douloureux de terrorisme dans notre pays. Mm-hmm. Nous avons eu ensuite un épisode de mouvement unilatéral à l'indépendance aussi douloureux. Nous avons redécouvert la naissance du nationalisme espagnol sous forme des Vox, quelque chose on pensait qu'on était vacciné contre ça. Donc c'est vrai que tout ça, il faut jongler avec. Mais à la fin, je crois que j'ai beaucoup de confiance sur les citoyens espagnols et la capacité qu'ils ont
et qu'elles sont à décider qu'est-ce qui est bien pour leur pays. Ceci dit, si on les aide un tout petit peu en faisant une campagne où on parle de choses, de fond de choses, on fait un peu plus de pédagogie, ça serait pas mal. 18h39 sur France Culture. Vous écoutez le temps du débat et nous traitons de cette question. Espagne, la gauche paye-t-elle ses avancées sociétales? En compagnie d'Arantxa González, l'ancienne ministre espagnole des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la coopération, de Sophie Babi, qui est historienne et maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Bourgogne, et de Juan José Dorado, journaliste indépendant qui travaille notamment pour le groupe de médias espagnol La Región en Galice et pour plusieurs médias français. La mesure était attendue avant l'été. Pedro Sánchez l'a finalement annoncé ce lundi à Barcelone. Le gouvernement espagnol va gracier demain, mardi, les 9 ex-dirigeants catalans emprisonnés depuis plus de 3 ans pour avoir organisé le référendum d'autodétermination en 2017. En pensant à l'esprit constitutionnel de l'entente, je proposerai demain en Conseil des ministres d'accorder la grâce aux 9 condamnés catalans qui sont emprisonnés. Mais cette annonce n'a pas été bien accueillie par une partie des sécessionnistes. Des cris d'indépendance ont perturbé son discours à l'opéra. Tandis qu'à l'extérieur, des centaines d'indépendantistes manifestaient contre cette grâce qui reviendrait selon eux à accepter la culpabilité des Catalans. Pour eux, seule solution, l'amnistie. Le président catalan Pere Aragonès, quant à lui, a voulu nuancer. C'est un premier pas que nous reconnaissons, mais c'est un pas insuffisant et incomplet. L'exécutif régional essaie de calmer les tensions, mais continue de réclamer un référendum pour la Catalogne. France Culture, le temps du débat. Emmanuel Laurentin. C'était en 2021, en juin 2021, sur RFI. La journaliste était Élise Gazingel et on a entendu à la fois Pedro Sánchez, le Premier ministre, et Pere Aragonès, le président de la Généralité de Catalogne, autour de cette grâce des indépendantistes catalans. Vous considérez que ça dure encore, cette question, Juan José Dorado, c'est-à-dire que c'est encore présent dans les discussions qu'on peut avoir en famille ou ailleurs quand on parle politique ? Alors, faisons un peu d'histoire. En 2014, Vox n'existait pratiquement pas. N'existe pas. Il n'y avait pas d'élus ni dans les mairies. C'est un parti qui a été créé en 2013, c'est ça? Voilà. Il s'est présenté en 2014, mais il n'y avait rien. Aucun élu, ni dans les mairies, ni bien sûr dans les parlements régionaux. En 2017... C'est une scission du Parti populaire. Voilà. Et en 2017, vous avez le mouvement indépendantiste, et c'est là où Vox, qui est d'extrême droite, ultranationaliste, devient donc un parti dans les mairies, dans les gouvernements régionaux, etc., et commence à avoir des députés. Donc, aujourd'hui, ce débat, comme vous demandez, ce débat n'est pas la principale préoccupation des Espagnols. Ça reste une inquiétude, forcément, parce que, qu'est-ce qui se passe du côté de la Catalogne? Vous avez 2 partis qui tous les séparent, c'est-à-dire l'équivalent de Junts per Catalunya, qui était la droite de la bourgeoisie catalane, et à côté, vous avez Esquerra Republicana de Catalunya, qui sont les indépendantistes d'extrême gauche, et qui se sont réunis tout simplement autour de l'indépendance. Donc, c'est des partis qui, politiquement, n'ont rien en commun, hormis l'indépendance. Et comme disait Madame Sánchez, c'est vrai que du côté de l'Espagne, on a un gouvernement qui est en coalition, mais que même en coalition est en minoritaire. Il faut juste rappeler qu'en 2019, lors des dernières élections, Pedro Sánchez aurait préféré pouvoir compter sur les voix du centre-droite des Ciudadanos. Mais Ciudadanos avait refusé d'appuyer le gouvernement de Pedro Sánchez et donc il est allé voir vers Podemos. Vers Podemos et l'extrême gauche. Et forcément, il y a eu une espèce de dérive du Parti socialiste qui quitte la social-démocratie pour aller vers les positions d'extrême gauche. Podemos, qui est partisan d'un référendum en Catalogne. Ça, c'est une réalité. Donc, comment faire vivre tout ça à l'intérieur du Parti socialiste, c'est extrêmement compliqué. Mais à l'intérieur de l'Espagne, c'est encore plus compliqué parce que vous soyez de Valence, d'Alicante, de l'Andalousie ou d'Extrémadure, forcément, vous ne voyez pas ça avec des yeux ravis. Sophie Babi, on dit même qu'au sein du Parti socialiste, des vieux socialistes ou des vieilles socialistes, des intellectuels de gauche, vont maintenant peut-être aller voter pour le Parti populaire plutôt que de continuer à soutenir le PSE. On cite les noms de Savater et d'autres qui ne soutiennent plus le Parti socialiste. Est-ce que cela, c'est aussi la marque d'un
Parti socialiste, sinon discrédité, en tout cas en difficulté vis-à-vis de ses électeurs traditionnels. Oui, ce qui est certain, c'est que dans cette affaire en particulier avec les relations avec la Catalogne et avec les indépendantistes catalans, Pedro Sánchez et le Parti socialiste s'est un peu éloigné de son âme, on va dire, centriste et constitutionnaliste. Parce qu'en fait, ce qui est absolument, ce qui a soulevé cette question-là, c'est la mise en péril de la Constitution de 1978 et de l'unité de l'Espagne. Ce qui tout de suite a bien été monté là encore en épingle par la droite et qui a provoqué, comme on l'a très bien rappelé, l'essor de Vox. Donc c'est une question qui peut pas être laissée de côté parce que ça a provoqué un bouleversement radical des positions politiques en Espagne. Par ailleurs, il me semble que Pedro Sánchez, au-delà des intérêts politiques, a quand même voulu aussi chercher l'apaisement avec la Catalogne, à chercher une solution aussi avec la Catalogne après la radicalité de la position de Madrid sous le gouvernement du PP. Donc le fait de gracier ces leaders, de les faire sortir de prison et ensuite de faire adopter une loi de réforme du code pénal qui élimine le délit de sédition et donc a conduit à la révision de la sentence des condamnés, n'est-ce pas, en 2000 tout récemment, était aussi une façon d'apaiser la situation. Et les électeurs et les barons traditionnels du Parti socialiste, qui sont très proches des grands défenseurs de l'esprit de la transition de 1978, bien sûr, ne se reconnaissent pas tellement dans ce genre de position. Mais là encore, je suis tout à fait d'accord avec mes collègues, c'est beaucoup de bruit pour rien. Parce qu'au final, le tribunal suprême a maintenu l'inéligibilité, par exemple, des condamnés et a maintenu l'inculpation de Puigdemont, qui est toujours en exil. Oui, sur ce point, Arantxa González, est-ce que justement ces questions territoriales apparaissent très importantes pour beaucoup des électeurs, y compris des électeurs traditionnels du PSOE? Je crois qu'en Espagne, il y a un refus absolu de l'unilatéralisme. Il y a des sentiments d'appartenance au pays qui sont différents. Moi, je viens du Pays Basque. Je peux vous dire, au Pays Basque, les sentiments d'appartenance à l'Espagne est différent du sentiment de l'appartenance à l'Espagne en Andalousie. Vous pourriez nous expliquer d'ailleurs comment ça se passe? On a fait une émission la semaine dernière sur les langues régionales en France et on se dit, vous pourrez peut-être voir comment ça se passe en Espagne. Si vous voulez, ça veut dire quoi, un sentiment d'appartenance différent? Ça veut dire, il y a coalition potentielle d'appartenance différente, mais qui n'éclate pas au bout du compte? C'est ce que vous vous sentez un peu plus ou un peu moins. Vous aimez plus porter les drapeaux sur votre porte-monnaie. Vous aimez mieux mettre un drapeau ou un autre sur votre balcon. Mais à la fin de la fin, c'est que cet épisode des Catalogne a montré, c'est le refus à l'unilatéralisme. C'est ça que les gens en Espagne ne veulent pas. Le séparatisme, c'est ça. Qu'une partie du pays décide de la sort de soi-disant son territoire sans parler et sans débattre et sans l'accord des autres. Et ça, je dois dire, aujourd'hui, même en Catalogne, est plus faible qu'il y a 4 ans. On dit d'ailleurs que dans les derniers sondages, effectivement, la question indépendantiste est passée un peu derrière ce qu'elle était auparavant. Il nous reste à composer avec ces différents sentiments d'appartenance, mais dans l'accord de tous pour la gouvernance de notre pays. Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, effectivement, les sentiments d'appartenance à l'Espagne est plus important maintenant en Catalogne qu'elle ne l'était il y a quelques années. Mais au Pays Basque aussi, on se rend pas compte. Mais il y a beaucoup moins d'indépendantistes ou des gens qui souhaitent se séparer de l'Espagne aussi du côté du Pays Basque et où il y a eu, à un moment donné, aussi un mouvement indépendantiste qui cherchait à se séparer de l'Espagne, le plan Ibarretxe notamment, mais qui n'est pas passé, mais qui a suivi les voies légales qui sont constitutionnelles en Espagne. Mais j'aimerais revenir sur 2 aspects. C'est que Pedro Sánchez doit, depuis qu'il est arrivé au gouvernement après la motion de censure en 2018, jouer un jeu d'équilibrisme. C'est un équilibriste. Parce que vous avez Podemos, qui met en cause la transition espagnole, qui est la base sur laquelle s'est construite la démocratie espagnole, et qui n'est pas d'accord avec les résultats de cette transition espagnole, passer d'une dictature de 40 ans à une démocratie sans heurte, sans guerre civile. Et puis, aussi, parfois on oublie, mais à l'intérieur du Parti socialiste, il faut se rappeler qu'en 2016, Pedro Sánchez a été obligé de démissionner et de quitter le Parti socialiste.
son propre parti l'a poussé vers la porte. Donc il joue à un jeu d'équilibrisme. Il a modifié les jeux des pouvoirs à l'intérieur du Parti socialiste, mais effectivement, il y a un certain nombre, un électorat, qui est là depuis très longtemps et qui effectivement, leur sentiment d'appartenance à l'Espagne se marie mal avec toute approche vers les idées indépendantistes en Catalogne ou au Pays Basque, quoique moins aujourd'hui. Sophie Babi, on voit que dans certains éditoriaux en Espagne, eh bien, des libéraux disent, écoutez, débrouillez-vous pour vous passer d'un côté de Vox pour ce qui est du Parti populaire et de l'autre côté de Podemos pour ce qui est du PSE, et puis essayez de vous débrouiller pour travailler ensemble et de passer des lois ensemble. Est-ce que ça, c'est imaginable, c'est-à-dire de mettre les extrêmes de chaque côté et de se dire, ben voilà, les centres gauche et centre droit vont pouvoir gouverner ensemble dans une nouvelle coalition? Alors non, je vois mal ça se produire en Espagne, mais peut-être que les invités qui sont présents sur le plateau pourront en dire un peu plus. Non, je pense pas. Il y a une tension extrêmement forte entre le PP et le PSOE et énormément de choses sur lesquelles il n'y a aucun consensus. Notamment, par exemple, en ce qui concerne la mémoire historique. On n'en a pas du tout parlé, mais la question de l'exhumation de Franco, de l'exhumation des corps des fosses, de la gestion du passé de la guerre civile et du franquisme. Il y a une différence absolument radicale et inséparable. Donc non, je vois pas ça se produire, et d'autant que le parti Vox est en plein essor et n'est pas prêt de s'arrêter, étant donné le contexte européen dans lequel est l'avenir européen qu'on se réserve. Enfin, en tout cas, là, on est dans une homogénéité un peu en Europe, et donc Vox s'installe, et on espère pas trop durablement, mais enfin, pour l'instant, il s'installe bien dans le paysage politique. Et puis, l'extrême gauche, eh bien oui, elle est très très mal en point, on l'a vu, là, elle est en train de se reconfigurer dans nouvelle coalition, un nouveau parti Sumar. Et là, je pense que les élections de juillet vont être un peu cruciales pour nous donner un peu le ton sur que va devenir un peu cette coalition de gauche. Arantxa González, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une sorte, on parle beaucoup dans beaucoup de pays, aux États-Unis en particulier, puis parfois même en France, d'une sorte de guerre culturelle? Est-ce qu'il y a une guerre culturelle qui pourrait se développer en Espagne, et sur quel thème, justement? On parlait des lois mémorielles, effectivement, autour du franquisme, et sur d'autres thèmes, l'histoire de l'unité espagnole, vous en parliez tout à l'heure, la question des divisions internes de ce pays avec des identités très fortes. Non, je crois que nous voyons en Espagne, comme d'ailleurs dans d'autres pays de l'Union européenne, je ne citerai que l'Italie et la Pologne comme exemple, mais on le voit aussi aux États-Unis, c'est un populisme qui attise la peur, les différences et les identités des gens, comme la manière de se construire un espace politique, plutôt que dans la gestion de l'économie, dans la gestion des énormes révolutions que nous sommes en train de vivre, de la technologique à la climatique, passant par la géopolitique. Donc, cela consiste à attiser la peur, voir l'autre, la différence, l'immigration, creuser les clivages pour essayer de régner. Et c'est ça qu'il faut résister si nous voulons rester des démocraties solides. Et c'est de cela qu'il s'agit aussi dans cette élection en Espagne. Mais néanmoins, Arantxa González, vous avez été ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne et de la coopération. On peut se dire que, eh bien, quand on a du mal à l'intérieur, un dirigeant comme Pedro Sánchez aujourd'hui peut aller chercher à l'extérieur une légitimité. Je vous voyais tout à l'heure quand j'ai ouvert cette émission en évoquant le fait qu'il s'était rendu auprès des dirigeants à Kiev et en Ukraine pour pouvoir justement dire on est européen, on vous soutient, on continue à vous soutenir. Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir une politique étrangère qui, d'une certaine manière, lui donne une légitimité supplémentaire par rapport à ce qu'il a fait dans son propre pays? Je crois qu'il faut que un pays comme l'Espagne, qui est troisième, quatrième économie de l'Union européenne, s'occupe et se préoccupe de son poids et de laisser sa marque en Europe.
Et si elle peut le faire au niveau international... Et ça serait quoi, justement? Eh bien, tant mieux. Par exemple, l'Espagne, c'est un pays qui est capable de faire des alliances à l'est comme à l'ouest, au nord comme au sud, parce que c'est un pays qui est plus sympathique, qui a plus de manœuvrabilité, qui n'a pas un passé trop lourd, et donc qui est capable de... Avec le Maroc, c'est peut-être un peu compliqué, par exemple, mais peut-être avec d'autres pays. Mais disons que je ne veux pas rentrer dans la polémique. Je crois que ça, c'est une relation à traiter au niveau européen, parce qu'il s'agit d'un voisinage de l'Union européenne. Mais si on regarde du côté, l'Espagne doit être capable de jouer un rôle plus important dans l'Union européenne, c'est que les autres pays d'ailleurs attendent de l'Espagne. Juan José Dorado. Deux choses. La première chose, en parlant des Vox, c'est que l'extrême droite en Espagne, elle s'installe plus ou moins, mais elle est très loin d'avoir le même niveau qu'en Italie, voire en France. Parfois, on se rend pas compte. On parle beaucoup de pas 30% des voix. Effectivement, aujourd'hui, Vox au Parlement, c'est à peine 15%, même pas. Et vu les derniers, pour les estimations à venir, ça va tomber même à 10. Donc, con quoi l'extrême droite arrive à un niveau déjà peut-être trop haut, mais beaucoup moins que dans d'autres pays européens. Et puis, en parlant, je suis pas sûr que les Espagnols regardent lors des élections quel est le poids de l'Espagne au niveau international. Il y a par contre des choses les Espagnols sont pro-européens, même si lors des dernières élections européennes, on constate qu'on vote, il y a beaucoup plus d'abstention qu'il ne l'avait au début de l'arrivée de l'Espagne au marché européen à l'époque. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a quand même un aspect effectivement de la politique internationale espagnole qui a fait débat et qui fait toujours débat en Espagne, c'est la question du Maroc, le positionnement de l'Espagne par rapport au Sahara occidental, qui est passé d'une position historique, Madame González Laya connaît très bien, à une position complètement radicale où effectivement on est plutôt pour le... Et ça, beaucoup d'Espagnols ont du mal à le comprendre. Et ça, par contre, dans cette relation avec le Maroc, qui a toujours été assez conflictif, peut peser à un certain moment. Et pour vous, Sophie Bavy, cette question internationale peut rentrer en ligne de compte avant les élections du 23 juillet prochain ? Oui, et je pense pas non plus que ce soit essentiel dans le choix des Espagnols. En l'occurrence, l'électorat reste très pro-européen, comme ça a été rappelé. Là, je pense que c'est un peu une des raisons aussi pour lesquelles Sanchez a dissous le Parlement et convoqué des élections anticipées, c'était d'espérer de profiter de sa présence à la présidence de l'Union européenne pour engranger justement un maximum de popularité et de soutien. Donc, je pense qu'il va plutôt chercher à être dans le consensus et que c'est plus le prestige de l'Espagne au niveau international qui compte pour les Espagnols que des questions plus concrètes. Après, il y a par exemple le rapport avec l'Amérique latine, qui peut être un sujet, et notamment l'accusation qui a été faite pendant longtemps que le pays serait en train de devenir comme Chavez, ce serait en train de se vénézualiser, comme une accusation qu'on fait aussi en France d'ailleurs contre certains députés de la France insoumise. Mais je ne pense pas que ce soit absolument central, dans la décision des Espagnols. Oui, et puis on peut se dire effectivement que l'espoir de Pedro Sanchez, c'est de continuer à diriger ce pays, malgré le fait que peut-être il ne sera plus au pouvoir, alors qu'il est pour l'instant encore à la présidence de l'Europe, Arantxa González. Non, c'est vrai que dans le pays, en Espagne comme en France d'ailleurs, on ne gagne pas les élections sur les enjeux extérieurs. Vous en savez quelque chose en tant qu'ancienne ministre des Affaires étrangères. Soyons clairs, mais c'est aussi vrai que quand on a la présidence de l'Union européenne, ce qu'on attend de l'Espagne, c'est qu'elle l'exerce pleinement. Je suis sûre qu'elle va le faire, parce que les enjeux pour l'Union européenne aujourd'hui sont énormes. Alors ensuite, une fois dit ça, les futurs, il faut pas faire à mon avis, il faut pas trop parier parce que cette élection est assez volatile et assez ouverte. Faut pas construire les châteaux en Espagne, c'est comme ça qu'on dit généralement. Merci à vous, Arantxa González, ancienne ministre espagnole des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la coopération. Merci à vous, Sophie Bavy, historienne, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Bourgogne, et à vous, Juan José Dorado, journaliste indépendant qui travaillait pour le groupe de médias espagnol La Réunion en Galice et également pour plusieurs médias français.
écouté, c'était le temps du débat préparé ce soir par Mathias Mégy, Sarah Masson, Joséphine Reinhardt, Fanny Richet et réalisé par Laurence Malonda avec à la technique Dimitri Pass. Demain, dans le temps du débat, nous reviendrons sur les naufrages de migrants en Méditerranée entre Frontex et les États. Quelle est désormais la répartition des responsabilités? On pourrait presque vous réinviter demain si vous voulez à Arantxa González. Vous auriez sûrement des choses à dire sur ce sujet-là.